Sans transition, on va aborder le thème du mois. Ce thème du mois, c'est l'importance de la victimisation chez les Français de souche. Daniel, tu souhaitais parler de ce sujet qui te tient à cœur, je crois, que tu penses important, et notamment en abordant le cas du père de Lola, je crois. Oui, entre autres, c'est un cas qui nous a tous marqués, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais dire ce que j'entends dans la globalité. Il y a un point, à mon avis, qu'on n'aborde pas assez et que les personnes qui ont accès à des médias, on va dire, d'importance, ne mettent pas assez en avant, selon moi, c'est l'impact psychologique négatif de l'immigration de masse et de ses conséquences. C'est-à-dire qu'on parle du concret, voilà, on va parler de la délinquance, on va parler du terrorisme, on ne peut pas ne pas en parler, mais on ne parle pas finalement de l'état moral dans lequel se trouvent les autochtones quand ils sont en voie de remplacement. Et à mon avis, c'est indispensable d'en parler, déjà parce que c'est réel, ça existe vraiment, c'est pas comme le racisme systémique, c'est une souffrance psychologique qui est réelle, qui est tangible, que je perçois. Tu sais, j'habite une partie de l'année en Roumanie, et quand je reviens en France, ce poids, je le ressens. Et je ne suis pas du tout quelqu'un d'irrationnel. Je veux dire, je n'invente pas des sensations. Ce sont des choses qui sont vraiment palpables. Et donc, déjà d'une, je pense que d'un point de vue moral et historique, c'est important de le dire, de dire que les Français sont en souffrance. Et en plus, je crois que ça aurait un impact positif, je veux dire, politiquement. C'est-à-dire c'est une arme politique. La victimisation a toujours été une arme politique que notre communauté, qui est la communauté en fait des Blancs, hein, il n'y a pas d'autre mot, j'ose le, j'ose le mot, on a du mal, on est des gens assez pudiques. On croit que parler de la souffrance est quelque chose de laid, est quelque chose qui ne se montre pas. Voilà. C'est souvent vrai, mais dans la position dans laquelle nous nous trouvons, je crois qu'on se trompe en insistant trop peu sur ce point. Alors, je t'ai demandé de me lancer sur le cas donc, de Lola, qui a été tuée par une Algérienne sous OQTF. Bien évidemment, ça a détruit la vie de ses parents. Et très concrètement, alors c'est pas d'une clarté absolue, mais il est probable que le père de Lola se soit laissé mourir et qu'il soit mort d'une crise cardiaque, voilà, à force, je demande de laisser aller. Voilà. Alors, ça correspond à un syndrome qui existe vraiment, bizarrement. Au début, j'ai cru que c'était une espèce de légende un peu Internet, mais c'est le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mourir de chagrin. Je l'ignorais, mais c'est vrai. Ce sont des lésions qu'on peut retrouver, voilà, sur l'organe, sur le cœur lui-même. Alors, je ne sais pas si c'est le cas vraiment, ce qui est arrivé au père de Lola, mais évidemment, par extrapolation, on a tous pensé à ça, puisqu'il n'est pas mort d'une maladie, il n'est pas mort. Voilà, la cause concrète, c'est une crise cardiaque. Le cœur, en fait, a lâché. Et au-delà de ça, j'ai pas envie de rester sur le volet médical parce que je voudrais pas dire aussi de grosses âneries, mais il y a aussi une symbolique derrière tout ça. C'est que ça m'a fait réfléchir à ces souffrances qu'on ne met pas en avant. Voilà. Quand il y a eu le Bataclan, et bien sûr, on a parlé des victimes, et c'est normal, on a parlé de leurs proches quelque temps. Il y a une commémoration une fois par an, et puis ensuite une fois tous les 5 ans. Et on reste en fait sur les faits et les faits eux-mêmes. Et on oublie complètement les traumatismes. Les traumatismes évidemment sur les proches et sur les proches des proches, mais aussi sur ceux qui n'ont pas vécu ces choses-là, comme moi, hein, je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera pas, ou à quelqu'un que je connais dans ma famille, mais par projection, je ressens cette souffrance. Et particulièrement, évidemment, il ne s'agit pas de classer les meurtres ou les actes terroristes par hiérarchiser, c'est très difficile. Mais moi, je suis père d'une petite fille qui n'avait pas encore l'âge de Lola. Mais quand j'ai appris la mort de Lola et les conditions dans lesquelles cette jeune enfant a été tuée, je le dis franchement, comme je le pense, c'est comme si c'était arrivé à ma fille. Donc, bien sûr, ma souffrance ne peut pas avoir la même intensité que celle de la mère ou du père de Lola, mais en nature, elle était la même. Voilà. Donc déjà, rien que ça, cette souffrance-là par rebond, c'est quelque chose qui crée énormément de malheur. Voilà. Alors maintenant, pour s'éloigner un peu de ce cas c'est tellement douloureux de parler de cette affaire que rien qu'en parler, ça me met les larmes aux yeux.
Mais si on parle de l'insécurité plus généralement, voyons un peu les impacts psychologiques que l'insécurité a sur les Français de souche, sur les Européens. Alors, chez les femmes, par exemple, alors tout cela est très schématique, hein. Il m'est arrivé aussi de ressentir de la peur en passant dans certains quartiers, mais on va dire que je suis un homme, dans la force de l'âge, presque 1m90. Bon, moi, quand je me balade en France, j'ai pas peur, honnêtement, très honnêtement. Tant mieux, heureusement qu'on n'en est pas là. Mais évidemment, pour les femmes qui sont sans défense, une des conséquences de l'insécurité, c'est ressentir la peur au quotidien. C'est décider de ce qu'on va faire ou ne pas faire en fonction de la peur qu'on va ressentir en sortant. Et ça a un impact psychologique durable. C'est-à-dire qu'en fait, ça nuit notamment à la jeunesse, pas seulement, mais quand on est jeune, on veut sortir, c'est normal. Quand on est jeune, on est insouciant, et c'est beau d'être insouciant. Je crois qu'on reste insouciant jusqu'à ce qu'on ait des enfants, à peu près. Après, on devient un peu paniqué pour tout. Mais jusqu'à, 22, 25, même 30 ans, parfois, on est insouciant, et c'est ça qui est beau dans cette phase de la vie. Et j'estime, je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent seront d'accord, que nos jeunes, maintenant je peux parler comme, maintenant que je suis un daron, je peux parler comme un vieux, nos jeunes sont amputés de ce plaisir-là de la vie. Et non seulement ils ne vivent pas ce plaisir-là, ce plaisir de l'insouciance, que je ressens beaucoup en Europe de l'Est, que j'aurais bien aimé ressentir d'ailleurs quand j'étais moi-même adolescent et que je vivais malheureusement en France, entouré de ce qu'on sait. Eh bien, imaginez-vous, je pense tous les hommes qui écoutent cette émission, imaginez sortir et toujours vous demander si vous n'allez pas vous faire agresser. C'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. Dit comme ça paraît bête, mais c'est horrible et c'est quelque chose qui vous nuit, qui vous casse le moral et qui, finalement, consciemment ou non, vous fait choisir une vie, par exemple, plus troglodyte. Vous allez rester davantage à la maison. On se plaint, par exemple, que les femmes sont très présentes sur les réseaux sociaux, mais finalement, on veut les voir pour boire un verre et puis elles hésitent. Eh bien, vous savez, il faut se mettre à la place des femmes. Mettons, vous habitez dans un coin, vous lui proposez un rendez-vous à un endroit, un exemple très précis. Vous lui proposez de venir là pour vous rejoindre et pour boire un verre. Elle vous apprécie. Elle n'a pas peur de vous. Seulement, pour aller à ce rendez-vous-là, elle doit traverser un quartier qui est compliqué. Elle n'a pas les sous pour prendre un taxi. C'est une Française, ça c'est une grande qualité des Françaises, c'est qu'une Française n'osera jamais demander à son rencard de lui payer le taxi, en tout cas au premier rendez-vous. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé. En Europe de l'Est, ils n'ont pas cette pudeur. C'est la condition sine qua non. Voilà. Alors même qu'il n'y a pas d'insécurité, enfin c'est une longue histoire. Mais en France, voilà, c'est un exemple, elle peut refuser de vous voir parce qu'elle craint de sortir, c'est une heure un peu tardive, voilà. Voilà un des impacts, un exemple parmi des milliers. Hein. Mais ça, au quotidien, ça use, ça fait mal, ça fait souffrir. Et vous allez me dire quel rapport avec la politique ? Les politiques de droite doivent parler de cette souffrance. Et maintenant, je vais parler de la souffrance masculine parce qu'elle existe aussi. En tout cas, elle existe chez moi. Et si moi je la ressens, je pense que d'autres la ressentent aussi. C'est un sentiment d'humiliation. Voilà. Il y a quelque temps, je marchais dans Paris. Il m'arrive un peu de faire des marches nocturnes un petit peu pour déstresser, puis c'est mon sport. Voilà, la marche est le sport des non-sportifs. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et je marchais, et au hasard de ma marche, tu me crois pas, mais je me suis retrouvé au Bataclan. Voilà. J'étais pas loin, j'ai vu Bataclan, voilà, c'est là que c'est passé. Et j'ai ressenti la violence de l'humiliation. C'est-à-dire que je me suis souvenu, je parle pas de 2015, hein, c'était il y a 1 an ou 2, je crois. Ça m'a rappelé, évidemment, le Bataclan 2015. Et en tant qu'homme, je dis bien en tant qu'homme, je me suis rappelé de mon sentiment de l'époque et qui était intact encore aujourd'hui. En fait, la plaie était encore béante. Je me suis dit, ils ont tué 100 des nôtres. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a assez réagi ? Je ne parle pas forcément de violence, mais je veux dire, est-ce qu'on s'est assez engagé pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? Et bien sûr, on peut toujours s'engager davantage, mais ça renvoie aussi, et il ne faut pas le cacher, à l'aigreur qu'on ressent vis-à-vis des élites et vis-à-vis de l'État qui nous impose cette cohabitation. Et là, pourquoi il y a une humiliation ? Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance et une impunité vis-à-vis, une impunité des crapules qui ont permis que cela se produise. Je ne parle même pas des terroristes, c'est même pas la peine d'en parler, mais des gens qui créent les conditions de cette insécurité extrême. Et donc, quel est l'impact psychologique ? Parce qu'évidemment, on peut pas tout changer simplement en le voulant, en tout cas à une échelle individuelle. On peut s'engager politiquement, on peut penser des projets, on peut monter des associations, on peut faire des enfants. Il y a des tas de façons de réagir de manière utile. Mais le monde ne change pas aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, le monde est tel qu'il est. Et actuellement, en France,
Quand on est un homme qui a je dirais, une virilité mentale, hein, c'est-à-dire qui est fier de lui et qui veut être respecté, eh bien, j'estime qu'il s'est passé des choses dans le pays qui ne sont pas respectables, hein, pour les autochtones. Et en tant qu'homme, ça fait souffrir. Voilà. Même exemple pour Nice. Il se trouve que j'ai un peu de famille à Nice. Et la promenade des Anglais, par exemple, c'est là que s'est produit cet attentat horrible du 14 juillet 2016. Moi, je m'en souviendrai toujours. Et en fait, cet attentat a pourri les sentiments et les souvenirs que j'avais de cette ville et de cette promenade auparavant. Voilà typiquement un exemple d'impact psychologique. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que j'entends même l'expression promenade des Anglais sans même y être, pour moi, je vois quoi ? Je vois un bain de sang. Je ne vois plus mes souvenirs d'enfance. Mes souvenirs d'enfance ont été remplacés par ça. En fait, ces humiliations répétées sont quasiment ineffaçables. D'autant plus que la politique ne change pas en bien, de ce point de vue-là. Et j'en reviens donc, là je passe beaucoup de temps sur cette question parce que c'est vraiment le thème de l'émission. Je crois vraiment que c'est un outil politique. Voilà, en plus d'être la vérité, c'est un outil politique. Et j'aimerais à l'avenir que des journalistes de droite, des chroniqueurs, des intellectuels, Renaud Camus le fait déjà de cette manière, des gens qui sont écoutés par des millions de Français, parlent de ce volet-là, de cette question particulière qui est la psychologie et la souffrance. Parce que ça doit être formulé. Et à mon avis, il y aura un bénéfice pour la personne qui le formulera, tout simplement parce que les Français qui ressentent ça, sans même se l'être formulé à eux-mêmes, ils vont l'entendre, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vais mal. C'est dur. On souffre tous. Il faut que ça change. Cette personne a compris ma douleur. En a parlé. Ça me fait du bien. Ça fait... On est chez Dr Conversano ce soir. Mais oui, quand on a des problèmes psychologiques qu'on ne peut pas régler d'un claquement de doigts, eh bien, en parler, les formuler, ça fait du bien. Ça permet d'en prendre conscience. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à le ressentir. Et ça, c'est très important pour aller déjà un petit peu mieux. Donc, vraiment, d'autres communautés n'ont pas de problème à se victimiser, alors qu'en plus, pour elles, en tout cas, c'est mon point de vue, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Nous avons des raisons de nous plaindre. Voilà. Alors, il ne faut pas faire que ça. Mais, je répète, dans tout le panel, voilà, des options politiques, il y a aussi ce rappel-là, qui est que pourquoi les Français votent, tu sais, quand il y a des gros scores du Rassemblement national, la question se pose toujours sur les plateaux, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Français veulent du changement, c'est un vote anti-système, etc. Et personne, même vraiment à droite, ne lève le doigt en disant, mais en fait, les Français, c'est plus qu'en avoir marre. En avoir marre, c'est pas suffisant. Les Français souffrent. Il y a une souffrance mentale. Oui, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Oui, il y a de l'insécurité. Oui, il y a tout ce qu'on veut. Il y a une instabilité politique qui fait qu'on ne sait pas qui sera Premier ministre dans 3 mois. Mais surtout, il y a une douleur. Il y a une douleur. Le vote pour d'autres partis que les partis de système est le reflet de cette douleur intérieure. Et pourquoi c'est particulièrement un parti de droite nationale comme le Rassemblement national qui bénéficie de cette douleur? Parce que le message est clair. Les Français font un lien en eux-mêmes, consciemment ou non, entre l'immigration et leur malheur. Voilà. Et moi, je pousserais même un peu plus loin. Je dois reconnaître que je ne sais pas s'il existe une statistique là-dessus. Mais après tout, la politique, c'est dire la vérité et c'est la manipuler à son avantage également. Rappeler que les Français sont très grands consommateurs d'antidépresseurs. Dire, voilà, alors soit les Français, en fait, sont des petites chochottes, soit ils sont particulièrement malheureux au XXIe siècle, au moment où on se parle. Et s'ils sont particulièrement malheureux, c'est pas simplement parce que leur boulot les ennuie, etc. Je vois pas pourquoi ce même boulot serait pas aussi ennuyeux au Danemark ou en Espagne. Mais il y a un petit problème en France, supplémentaire, c'est que les Français se sentent dépossédés. Ils ont peur, ils se sentent frustrés, tout ce que je viens de dire depuis plusieurs minutes. Et je ne cesserai de le répéter parce que pour moi, c'est le grand oublié. La souffrance psychologique des autochtones envahis et qui craignent pour la vie et la vie de leurs enfants, c'est le grand oublié des discours politiques de gauche comme de droite.